Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au premier podcast sur l'intelligence artificielle et les métiers en soutien informatique. Donc, on trouvait ça super pertinent de prendre un moment avec un partenaire du groupe Millennium Micro, Simon David William, pour aller démystifier les mythes et réalités face aux métiers de l'informatique, au domaine de l'informatique et l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias par rapport à la place de ces métiers-là aujourd'hui, en 2026 et dans les prochaines années. Donc, on voulait prendre le temps avec vous d'aller chercher la vraie information, des expériences terrain avec notre partenaire pour vous prouver que le DEP en soutien informatique a encore sa place aujourd'hui, en 2026, plus que jamais, et que c'est vraiment une invitation qu'on vous fait. Autant si vous êtes des futurs étudiants ou des parents d'étudiants, sachez que le domaine n'est pas mort. Au contraire, c'est des belles opportunités qui peuvent vous être offertes en prenant votre vie en main, votre parcours scolaire en main en DEP, soutien informatique au CFP des Riverains. On a un programme qui se donne en ligne et un programme qui se donne en présentiel avec aussi une alternance travail-études. Donc, je vous invite à écouter notre podcast, notre tout premier podcast avec notre invité vice-président Simon David Williams de chez Millennium Micro. Bonne écoute! Allô Simon. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci, ça va super bien. Merci d'être parmi nous pour notre premier podcast pour démystifier l'intelligence artificielle sur le marché du travail et aussi les métiers qui s'en sont autour finalement. Donc, je pense qu'on va commencer. Ça me fait plaisir d'être là. Merci de l'invitation. Donc, Simon, vice-président de groupe Millennium Micro, une entreprise de plus de 250 experts en informatique, plus de 1000 conseillers au Canada quand même. Là, c'est une grosse entreprise. Veux-tu me parler un petit peu de ton entreprise? Puis, qu'est-ce que vous faites comme service? Ben oui, ça me fait plaisir. C'est plus de 300 aujourd'hui. Je viens de me rendre compte qu'il faut mettre à jour le site web. Oui, c'est ça, exact. Donc, 300 affiliés indépendants. C'est des entreprises en technologie de l'information à travers le Canada. Il y a autant, beaucoup aujourd'hui de services commerciaux, des entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises, qu'on appelle B2B dans notre industrie. Il y a aussi du B2C. On regarde, il faut imaginer en région, il y a des villes, c'est très parsemé au Canada. Si on va à Yellowknife, l'entreprise informatique qui fait les entreprises, mais avant aussi des ordinateurs aux particuliers. Mm-hmm. C'est un peu des grands territoires. Fait qu'on a aussi des magasins, on a des campus d'école, tout ça. Tous ces gens-là, c'est des indépendants qui ont des employés en TI, qui offrent des services en TI. Depuis le début des années 2000, on a une pénurie en informatique épouvantable. Donc, les gens n'ont pas nécessairement leur rôle à temps plein à l'interne de leur organisation. Ils font appel à des indépendants, des entreprises qui offrent des services. Puis moi, ma job à moi, chez Millennium Micro, c'est essentiellement de les représenter, les aider à briser leur zone de confort, à adapter de nouvelles technologies ou sinon à les aider à adapter cette technologie-là chez leurs clients. Je négocie des ententes, je négocie avec des différents fournisseurs, fabricants, tout ça, mais aussi je vais les former et les aider en vente ou en technique pour pouvoir les aider. C'est super intéressant. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, c'est nouveau. Ça fait 8 mois que je suis chez Millennium Micro, mais j'étais un membre depuis plus de... Comme membre, là, j'étais feu naguère autrefois, président de groupe ISM, et puis j'étais un membre de Millennium Micro depuis 17 ans. Génial. Fait que tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire, beaucoup d'exemples concrets aussi de ce qui se passe sur le marché du travail en informatique, puis aussi de la place et de l'ère de l'intelligence artificielle qu'on entend beaucoup parler dans les médias au quotidien. Des articles dans la presse, dans le Devoir qui sort par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle au quotidien sur notre vie, dans notre société. Donc, je commencerai par une question vraiment dans le vif du sujet. Selon toi, c'est quoi la plus grande fausse idée que le public a par rapport au domaine informatique à l'ère de l'intelligence artificielle? Oui, que ça va remplacer l'être humain. Ça, c'est la première. Là. Ça va améliorer l'être humain dans ma perception, mais de le remplacer, non. Je veux dire, je fais une conférence qui fait le tour présentement du Canada, puis souvent, tu sais, juste demander de compter jusqu'à 100. L'intelligence artificielle n'est pas rendue là dans son évolution. Les jokes sont pas bonnes, l'animation n'est pas drôle. Puis, non seulement ça, on a des enjeux d'exactitude de l'information. Il y a des raccourcis des fois qui se font dans les modèles qui font en sorte qu'il n'y a rien de juste, il n'y a rien de bon.
Fait que de dire que l'humain va être remplacé, on n'est pas là. Mhm. De dire que ça s'en vient, j'aimerais ça, mais c'est pas avant très, très, très longtemps, selon moi. Fait que ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept que je trouve le plus difficile, ça vient de beaucoup de gens dans l'industrie, c'est que l'intelligence artificielle va remplacer le milieu des technologies de l'information. Mhm. Ça, je vais le commencer, je vais le dire, je vais le déposer, c'est faux. C'est impossible. Présentement, l'intelligence artificielle, oui, elle donne la mauvaise information, mais même si elle évoluerait à un modèle qui devient hyper intelligent, qu'on va appeler Open Brain, Mhm. qui est super prêt à répondre fluidement, même mieux que l'être humain en termes de compétences, il faut quand même baliser et protéger l'information. C'est ça la job des TI. Mhm. Depuis les années 90, qu'est-ce qu'on gère? C'est des données. Fait que si on met des données à l'intérieur de l'intelligence artificielle, il faut les baliser parce qu'il faut les sécuriser, il faut les encadrer, il faut les protéger, les sauvegarder aussi. Mhm. Ça fait partie de notre rôle en technologie d'information, de répondre à ce besoin technologique-là. Mais non seulement ça, c'est que si on a moins en moins, exemple, d'inscrits dans le programme informatique, on n'assure pas la relève de nos entreprises en informatique. Mhm. Mais le besoin est quand même là. Exact. Il est là, le besoin. Mhm. Présentement, n'importe quelle entreprise que j'irais visiter dans le secteur industriel où on se retrouve ou dans différentes régions ont un besoin d'implantation d'intelligence artificielle, mais ne savent pas comment. Puis après ça, ce qu'ils se disent, c'est que j'ai des craintes. Parce que si moi, en tant qu'entreprise, je paye pour un forfait d'intelligence artificielle commerciale, Mhm. mais que toi, qui as ton propre forfait d'intelligence artificielle, tu prends les informations de l'entreprise et tu les mets dans ton compte personnel. Tu es essentiellement en train d'exfiltrer de l'information de Exact. l'organisation. Comment je fais pour sécuriser ça? Mhm. C'est ça la job des TI. Fait que, Oui. au contraire, dans le fond, on a plus d'ouvrages maintenant à Mhm. cause de l'intelligence artificielle. C'est juste une nouvelle pratique. Puis, juste faire un dernier point là-dessus, c'est on a vécu depuis 1990 plusieurs phases, même 1972. Pour ceux qui ont des cheveux gris dans ton podcast, ils vont comprendre, mais il y a eu les mainframes. Après ça, c'était tout centralisé avec des terminaux, des écrans verts. Vous avez sûrement vu ça à la SAQ des années 90. Après ça, on est revenu au PC, l'ordinateur personnel à la maison. À chaque étape de ça, ben, les gens de mainframe, quand on est passé au PC, les gens de mainframe ont dit on n'a plus de job en informatique. Ouais. Ça, c'était des années C'est un 70. réflexe. Des années 70. Mhm. Après ça, quand que le PC est arrivé, ben, c'est ça, ça a fait peur à ça. Après ça, le PC a évolué à la virtualisation. Quand la virtualisation est arrivée pour les serveurs ou les postes de travail, les gens se sont dit, il n'y a plus de job en informatique, il n'y a plus de travail pour nous. Après ça, il est arrivé le cloud. Ben là, c'est ailleurs, le système. C'est les gens de Microsoft qui vont le gérer. C'est pas arrivé encore. Mhm. Il y a un réflexe dans notre industrie de dire qu'il y a des jobs en péril, il y a des choses qui vont changer, qui est habituel. Oui. C'est la 6e vague depuis les années 70. On va continuer, on va passer au travers. On est Ouais. nécessaire. C'est la gestion du changement, la capacité de Exact. l'humain à s'adapter, mais c'est un réflexe de survie, si on veut, là. Mais dans le fond, l'IA, on peut l'avoir finalement, de ce que tu dis, comme une opportunité de faire évoluer les métiers que de stagnation, finalement, de retirer les métiers. On n'en est pas là, si je comprends bien. Exact. Mais l'enjeu qu'on a actuellement, puis qui peut-être est différent des autres vagues, se rendre à 100 millions d'utilisateurs pour le cloud, ça a pris des années. Mhm. Se rendre à 100 millions d'utilisateurs dans l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Copilot, puis là, Gemini et Claude, Mhm. ça a pris 3 mois. L'adoption est tellement rapide qu'il y a des gens qui disent, ben là, ça va vite, ça va trop vite. J'ai pas évolué, moi, j'étais en vacances Mhm. pendant 3 mois. Fait que là, faut reprendre le rythme, il faut Mhm. aller plus rapidement, il faut commencer tout de suite. C'est ça que ça veut dire. C'est super intéressant. Mais les entreprises doivent s'adapter, ils doivent être agiles, ils doivent voir quelques coups d'avance aussi, j'imagine. Puis, si on parle plus des perspectives d'emploi là, au niveau du domaine informatique, est-ce que selon toi, on peut réussir en informatique sans avoir un diplôme universitaire? Donc, si on parle de, par exemple, notre DEP en soutien informatique ou CFP des riverains, est-ce que selon toi, c'est suffisant pour être aguerri pour arriver sur le marché du travail? Ben, je vais être fier de dire que je suis vice-président de Millennium Micro, un groupement de 300 affiliés avec un DEP en soutien informatique. Bravo. Fait que ça, déjà là, ça dépose quelque chose d'une grosse bombe. Mais au final, des années 90 ou 2000 ou même maintenant, notre métier n'est pas régi par un ordre professionnel. C'est une opportunité épouvantable. Donc, même quelqu'un qui a les compétences clés, sans nécessairement avoir le diplôme, l'idée là-dedans, c'est de s'adapter continuellement. Là, on va regarder le déphasage qui se passe dans notre industrie. Souvent, les gens sortent de l'école,
puis arrive sur le marché du travail, c'est totalement autre chose. Mhm. À cause de la région, à cause du programme, à cause de ce qui est enseigné comme technologie versus ce qui est... Il y a toujours un déphasage, ça évolue tout le temps. C'est deux paliers. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que en tant que candidat en informatique ou employé d'informatique, c'est continuellement d'apprendre, continuellement de briser notre zone de confort, continuellement de s'investir dans la technologie, de s'y intéresser, puis développer des compétences clés sur des plateformes qui changent à tous les mois. Exact. Au final, est-ce que quelqu'un qui a un DEP, un DEC ou une université, c'est sûr que l'université, normalement, est réservée, pas réservée, mais facilite les rôles de gestion, facilite les rôles aussi en développement d'affaires, programmation, des choses comme ça. En termes techniques, dans le volet où je suis, que ce soit infrastructure, intégration des technologies dans les entreprises, administration de système, gestion de l'information, tous les volets qui sont sous le DEP. DEP, DEC, c'est celui qui va faire la job, celui qui fait des résultats, qui va faire en sorte de performer. Fait que c'est un peu ça. Puis j'ai vu des gens, un peu naguère autrefois, dans des équipes où on engageait du DEP, du DEC. On ne les mettait pas en compétition, mais ils ont été embauchés en même temps. Puis au final, les deux ont dû s'adapter. Puis les deux sont des candidats qui font plus de 100 000 par année aujourd'hui, comme salaire. Donc, la compétence d'adaptabilité reste la compétence la plus prisée, disons, pour quelqu'un qui souhaite. C'est pas juste une compétence, c'est aussi un trait de personnalité aussi là, qui peut se développer, j'imagine, chez quelqu'un. Donc, tu me parlais aussi de quand quelqu'un arrive en entreprise, il faut qu'il soit capable de s'adapter, etc. On a une nouvelle formule au CFP des Riverains, le DEP en soutien informatique, alternance travail-études. Est-ce que, selon toi, cette nouvelle formule-là va être intéressante autant pour l'élève que pour l'entreprise? Ce qu'on enseigne dans un DEP, c'est des compétences clés sur des plateformes X, Y, Z du moment de la faveur. En entreprise, ça peut être le même contexte. Il y en a qui sont Microsoft, il y en a qui sont Google, il y en a qui sont, dans le fond, différentes technologies, virtualisation versus cloud. Ce qu'on apprend dans le DEP, ces compétences clés-là ne dépendent pas d'une plateforme, n'est pas lié à un produit. C'est la compétence qu'on apprend. Quand on s'en va dans l'alternance travail-études, on a une opportunité magnifique. On adapte cette compétence-là à une technologie. Là, ça montre cette adaptabilité-là, mais ça montre aussi comment faire la liaison entre les deux, parce qu'on va le faire continuellement. La saveur du moment, c'est l'IA. La semaine prochaine, ça va être autre chose. Cette adaptabilité-là, il faut aller la chercher. Fait que d'aller chercher un contexte d'entreprise fait deux choses. Fait en sorte de briser la zone de confort. La personne qui s'apprenait à attendre un produit plutôt qu'une compétence, puis de l'adapter à un autre. Mais la deuxième, ça permet aussi de ramener ce qui se passe de l'industrie à l'intérieur du centre. Puis là, à ce moment-là, tout le monde évolue ensemble. Cette intelligence collective-là se fait où? C'est dans votre école. Puis ça se transmet après. C'est génial. Donc, on s'en va vers la bonne voie pour notre DEP en soutien informatique. Tout à fait. Main dans la main. C'est génial. Selon toi, c'est quoi le métier technologique là, qui va être le plus recherché là, dans 5 ans sur le marché canadien? Bien, comme tu le sais, en technologie de l'information, il y a 3 ou peut-être 4 volets. Le premier volet a toujours été les TI en soi. Dans les années 80, il y avait juste un métier en passant. Aujourd'hui, on en a 3 ou 4. Le premier métier, c'est le métier des technologies de l'information qu'on appelle technicien informatique. C'est plus relié à l'infrastructure, c'est plus relié à l'administration de système. Ça pourrait être du support niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est sûr qu'au niveau 1, on va voir un besoin moins fort avec le temps. Parce que ce qui est arrivé au fil des années, les entreprises technologiques ont développé une compétence de support, de supporter l'usager, tout ça. L'IA va grandement aider dans ce niveau-là. Les techniciens niveau 1 n'auront pas le choix de s'élever rapidement à niveau 2, niveau 3. Puis ça, c'est des traits de compétences puis des responsabilités qui sont plus grandes, en gros. C'est pas nécessairement plus de compétences, c'est juste que l'importance du rôle devient plus importante. Donc, au final, il va y avoir l'IA qui va être dans ce métier-là, mais aussi dans les autres vecteurs de l'industrie. Les autres vecteurs, c'est quoi? C'est cyber, développement, et peut-être, qui sait, un métier même autour de l'intelligence artificielle en soi. Fait au niveau infrastructure, au niveau sysadmin, au niveau technicien, au niveau informatique, les gens vont évoluer plus vite grâce à l'IA. Puis il va y avoir un besoin là à cause de la gouvernance, l'implantation. Tout le monde a soif de l'IA, mais tout le monde ne sait pas comment l'intégrer, ne sait pas ce que ça fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'en va sur l'IA, un compte gratuit ou un compte payant, commence à rédiger un courriel. C'était ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, le buzzword de l'IA, c'est l'agent. Puis là, tranquillement, pas vite, ça va être l'interaction avec les clients et l'agent. Il
faire évoluer après ça dans les opérations des entreprises. Et ça, c'est souvent associé à un rôle à la donnée, donc associé à un rôle de technicien informatique. Au niveau cyber, c'est quand même un grand potentiel. On est passé dans les 4 dernières années de 200 groupes à 500 groupes de hackers actifs sur le dark web. Donc, il y a eu une fulgurante progression. Pourquoi? C'est payant. Mhm. Donc, les hackers font beaucoup d'argent. C'est très payant pour eux. Le hacker moyen reste en affaires environ 7 ans. Parce qu'au bout de ces 7 ans-là, ben, il a fait assez d'argent. Il y en a trop. Après avoir acheté son bateau pour son île, ben, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Donc, les gens de cyber qui défendent, dans le fond, les organisations contre les groupes de pirates ou sécurisent les organisations, clairement qu'ils vont avoir beaucoup de travail sur la planche parce qu'eux utilisent l'IA, les méchants utilisent l'IA, bien nous, les bons, il faut utiliser l'IA aussi contre eux. Donc, il y a beaucoup d'opportunités en cyber et naturellement, développement. Ce qui est arrivé au niveau développement, ceux qui développent des logiciels, que ce soit des jeux, des logiciels d'exploitation, tout ça, c'est juste que ça va plus vite. Mhm. Avant, les usagers ou ceux qui utilisaient un logiciel demandaient ce qu'on appelle, nous, en anglais, des features ou des features en anglais, c'est quoi? Features, c'est des ajouts sur le logiciel, des options. Ouais, des options. OK. Puis, on pouvait prendre des années avant de développer cette option-là parce que ce n'était pas une priorité. Maintenant, les développeurs travaillent directement avec l'IA, qui décuplent leur capacité de développer du code, qui décuplent leur capacité à créer des features ou des ajouts au logiciel. Donc, tout va plus vite. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités là parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas briser leur zone de confort. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Ces gens-là vont changer de métier. On en est là. Parce que quelqu'un qui développe, exemple, je ne sais pas moi, 10 features ou 10 ajouts par semaine avec l'IA versus quelqu'un qui en développe un par mois, l'efficacité n'est pas là. Même chose pour nous en infrastructure. C'est la même chose dans tous les métiers des TI. Puis le dernier métier, l'IA en tant que soi, il y a des spécialistes IA qui se développent. Le ministère de l'Éducation n'a pas reconnu encore le métier, mais si ça se reconnaît un jour, ça pourrait être une belle opportunité. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Je passerai à un petit volet vrai ou faux. Oui. Donc, je t'inviterai à piéger une question puis à y répondre sur le fait, comme on dit. Plaisir. Un DEP peut mener à des postes très spécialisés. Effectivement, on le sait, le DEP, c'est une formation générale qui permet de se débrouiller dans tous les différents vecteurs. L'idée de se spécialiser fait en sorte de créer une rareté, de travailler. Moi, j'ai un de mes entrepreneurs avec lesquels je travaille qui dit Total World Domination in your chosen niche. Ça veut dire domination totale dans la niche que tu choisis. Moi, je suis un fan de Star Trek extraordinaire. Vous pouvez me demander des questions sur n'importe quel épisode parce que je suis fan de Star Trek. J'en mange du Star Trek. Ben, c'est un peu la même chose au niveau de l'informatique. Si vous décidez de vous spécialiser en réseau, par exemple, en routage, plus particulièrement, puis en Fortinet, vous pouvez rapidement venir une sommité parce qu'il y a un besoin, il y a un manque dans tous les vecteurs d'industrie d'experts, justement. Fait que quand on va se spécialiser dans quelque chose qu'on choisit après notre DEP, quelque chose qu'on a le goût, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on veut transmettre, c'est très rapide parce qu'il manque beaucoup de candidats présentement au Québec. Les plus récents articles marquaient juste dans le milieu éducationnel, dans le milieu public, il manquait 10 000 techniciens informatiques actuellement. Puis, au niveau commercial, je vous dirais qu'on en manque beaucoup. Les gens sont fatigués, font beaucoup d'heures. On est obligé d'automatiser beaucoup de tâches, mais on aimerait savoir de l'aide un peu qui vient nous aider, surtout pour l'IA. Donc, exemple, quelqu'un qui voudrait spécialiser dans l'IA, ben, aujourd'hui, ça serait rapidement engagé. Rapidement engagé parce qu'ils n'ont pas nécessairement le temps, les entreprises, de s'adapter à ce nouveau compétence-là. Et puis, si, exemple, tu te dis, je suis l'IA depuis 2 ans, puis je fais des agents, puis tout ça, les entreprises vont te prendre tout de suite. Donc, inscrivez-vous au DEP en soutien informatique au CFP des Riverains. Il y a de la job pour vous et vous allez être accueillis avec les bras ouverts là, par les entreprises sur le marché du travail. Une autre petite question? Brasse au cas où. On peut bâtir une excellente carrière en TI sans jamais devenir programmeur. Tout à fait d'accord avec ça. C'est une affirmation, c'est pas une question. Fait que je suis tout à fait d'accord, mais je vais aller pire que ça. C'est que le milieu de l'infrastructure, souvent les gens bifurquent facilement vers la cyber, facilement vers le développement d'un utilitaire à cause des jeux, souvent aussi. Ou souvent parce que la cyber, c'est sauver le monde contre les méchants. Côté infrastructure, ça crée une certaine pénurie de gens. Donc, les salaires sont plus élevés.
Les responsabilités viennent rapidement. Mhm. Les rôles de gestionnaire viennent rapidement. Donc, ça devient une excellente carrière et très rapide, oui. Euh, je connais des gens au sein de notre groupement, au sein de Millennium Micro, qui gagnent des salaires de plus de 6 chiffres avec moins de 5 ans d'expérience parce qu'ils ont créé la rareté, la spécialité qu'ils avaient besoin, puis rapidement ont été mis en confiance pour avoir une carrière. Donc, ça peut être très payant si on décide de briser notre zone de confort et de toujours apprendre. C'est ça la clé. Une dernière question. D'accord. Les compétences humaines sont aussi importantes que les compétences techniques. Oui, c'est un adage pour moi, naturellement. On dit souvent en technologie d'information 50-50. 50% c'est l'attitude, 50% c'est la technique. Pourquoi? On travaille dans un métier que les gens, c'est tout à fait inconcret ce qu'on fait. D'administrer des systèmes, de protéger des données, c'est tout dans une boîte à quelque part. On ne peut pas physiquement voir à tous les jours, comme un plombier ou un électricien, ce qu'on fait. Mais on en fait beaucoup. On en fait beaucoup, que ce soit une attaque qui est arrivée par un hacker, ou que ce soit de sécuriser des dossiers, ou que ce soit récupérer des sauvegardes, ou juste, dans le fond, réparer un ordinateur. On en fait beaucoup. Mais tout ça nous apporte à être en interaction avec l'humain. Et au Québec, notre culture est axée sur ça. La relation humaine, l'affinité, bâtir des relations, c'est tout autour de ça que nos affaires aussi fonctionnent. Le Canada trouve spécial, même parfois le Québec, la façon qu'on se regroupe ensemble, la façon qu'on se rencontre, la façon qu'on se parle, qu'on découvre l'individu puis qu'on veut en apprendre plus. Mais cette affinité-là, cette relation-là crée de la confiance. Cette confiance-là crée de l'intégration de technologie, de la transformation numérique. Un entrepreneur, de laisser aller ses données, exemple dans l'IA, s'il n'a pas confiance en quelqu'un de faire le switch, c'est pas lui qui va aller lire la documentation sur la sécurité de la plateforme, comment activer les bonnes cases à cocher, comment sécuriser. Il va faire confiance à quelqu'un, il va le regarder dans les yeux. Toi, je t'aime, je te fais confiance. On le fait dessus. Je peux avoir confiance en toi. Puis là, ça fait en sorte de faire la transformation. Si on est tout simplement juste un service technique, c'est simple, on va avoir peu de succès. Il faut aussi développer la relation, de l'affinité. Au niveau infrastructure, par contre, il existe des rôles quand même qui sont clés, qui permettent d'être en arrière d'un clavier et ne pas être en interaction. Un petit peu moins payant, naturellement. Les rôles d'atelier, par exemple, pour préparer des systèmes. Il y a des gens, on va se dire, il y a des gens qui ne veulent pas développer leurs compétences sociales. Donc, il y a quand même des places. C'est juste qu'on va les mettre dans des ateliers. On va les mettre sur des postes très, très techniques, des évaluations technologiques. J'ai vu aussi des gens qui ne veulent pas interagir avec des gens, mais quand même qui ont des hauts rôles de responsabilité, mais plus techniques sur des produits, des logiciels et des solutions. Donc, il y a de la place un peu pour tout le monde, mais c'est plus facile d'aller plus vite si on a des compétences sur l'attitude. Puis aussi, dans le contexte au travail, de pouvoir briser les silos, puis en tant que technicien ou d'avoir un rôle en informatique, d'aller aussi travailler en collaboration avec les autres divisions de l'entreprise, puis de mieux comprendre les besoins. Je pense que ça aussi, ça peut être un atout là, pour quelqu'un de comprendre bien c'est quoi les processus à l'interne de l'entreprise pour travailler, briser les silos entre les divisions pour justement répondre davantage puis être on pace, comme on dit, avec les besoins de l'entreprise. On est souvent appelé à faire ça, puis ce que ça prend pour faire ça, c'est des aptitudes sociales. C'est clair. Donc, pour finir, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu dirais finalement au grand public par rapport à la place des métiers en informatique à l'ère de l'IA? Donc, de vraiment venir, c'est quoi notre conclusion finalement à tout ce qu'on voit, les inscriptions en soutien informatique qui descendent au cégep, en formation professionnelle, la peur des gens de finalement de se voir retirer tout, la place des métiers en informatique. Comment on pourrait conclure? Là? Qu'est-ce qu'on voudrait laisser à notre grand public là, comme conclusion? On est à notre 6e vague de buzzwords. On a toujours évolué autour des buzzwords, puis on a toujours, à chaque buzzword, on a toujours pensé qu'on allait perdre nos jobs. On a toujours pensé qu'il n'allait pas avoir de futur. Mais ce qui est arrivé, finalement, on est juste devenu plus important. L'enjeu qu'on a au Québec actuellement, c'est qu'on a beaucoup de cheveux gris en technologie de l'information. On a besoin de jeunes qui reprennent nos entreprises. On a besoin de jeunes qui assurent la pérennité des entreprises québécoises. On est connu dans le monde, à travers le monde, au Québec spécifiquement, comme étant tout le temps à adopter les nouvelles technologies, à aider les autres pays, mais surtout à s'entraider entre nous. Cette compétence-là, ces gens-là vieillissent. On a besoin de vous pour vous inscrire,
pour s'assurer d'une chose. Non seulement la pérennité de nos entreprises, mais s'assurer que notre exclusivité québécoise, d'adopter la technologie rapidement, puis de faire en sorte d'être à l'innovation. On a besoin de vous pour faire ça, parce qu'on commence à être fatigué. On a besoin de vous pour assurer que cette compétence québécoise-là aussi reste au Québec. Parce que c'est relativement simple l'affaire. C'est que si on n'offre pas les services au sein du Québec, si on n'offre pas le service au sein de nos entreprises québécoises, c'est une autre organisation qui va prendre ces services-là. Le besoin est là quand même. La décision que quelqu'un a prise sommairement, que l'IA va remplacer quelqu'un, c'est clairement quelqu'un qui ne travaille pas en TI qui a dit ça. Donc, si dans le fond, cette compétence-là est exportée ou est faite par d'autres, on vient de perdre une belle exclusivité, quelque chose que ça fait plus de 40 ans qu'on travaille au Québec, l'innovation. On veut cette transformation numérique-là continue dans toutes nos entreprises, nos gouvernements, nos organisations, pour évoluer encore, comme d'habitude, briser notre zone de confort et répondre aux besoins. On va continuer notre vrai ou faux. Donc, on peut piger une autre question. L'IA est aujourd'hui plus une opportunité qu'une menace pour les travailleurs. Oui, tout à fait. Dans le fond, on a souvent des ambitions en technologie de l'information. On veut pas, on développe notre curiosité, on développe nos capacités. Mais c'est une chose qu'on n'a pas, vu qu'il y a beaucoup d'interventions et qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, ben c'est le temps. Donc, le temps devient plus rare. Avec l'IA, j'ai vu des gens en technologie de l'information qui ont des DEP développer des plateformes de gestion, chose qu'ils n'avaient jamais codé avant ou très peu dans les 120 heures allouées au programme. Puis aujourd'hui, ils sont devenus des développeurs sur des outils qui permettent de faire un meilleur travail, un meilleur support et souvent d'innover aussi dans des organisations. Donc oui, c'est une belle opportunité parce qu'enfin, on a le moyen de nos ambitions. On peut, en peu de temps, développer quelque chose de très complet qui répond aux besoins de l'entreprise. Donc, moi, je dirais que c'est plus qu'une opportunité, c'est enfin la façon de réaliser nos rêves. Super intéressant. Et la dernière question. Les programmeurs juniors ont plus de difficultés à entrer dans le marché à cause de l'IA. C'est l'inverse. Dans le fond, les programmeurs aujourd'hui programment probablement déjà sur Claude et du vibe coding, et ChatGPT ou peu importe. Ils le font déjà. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont plus vite en le faisant. Les employeurs, ce qu'ils cherchent, il y a des gens qui ont décidé de ne pas adapter vers l'intelligence artificielle. Donc, ça a créé un creux aussi dans l'innovation. Puis les employeurs recherchent des programmeurs qui veulent aller vers l'innovation. Donc, quelqu'un qui utilise l'IA au quotidien, que ce serait, puis on peut le dire, il n'y a personne qui peut dire que ça fait 25 ans qu'ils ont d'expérience en intelligence artificielle. Donc, c'est très récent, même si ça fait 6 mois, même si ça fait 1 mois, même si c'est commencé hier, vous avez commencé. C'est ça qui est important de commencer. Puis après ça, comme ça, vous allez cogner à la porte d'un employeur qui a un besoin. Ben ça sera simplement un acquis que, oui, je fais du vibe coding. Bien ordinaire, tout le monde fait ça aujourd'hui. Ben oui, c'est rendu la norme. Donc, ça va améliorer puis faire en sorte d'être plus rapide. Donc, peu importe les candidats qu'il va y avoir, je peux vous dire, l'ambition, les besoins des entrepreneurs, les besoins des organisations, fait juste en sorte de se réaliser plus vite. Donc, au final, on a encore besoin de techniciens en programmation. J'aurais une question. Oui. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais pour décrocher son premier emploi en informatique? On parlait tantôt de spécialisation. De rester généraliste, c'est parfait. Il faut comprendre tous les tenants et aboutissants quand on ne sait pas nécessairement dans quelle spécialité qu'on veut aller. Je le comprends à l'école, tout ça. Mais de choisir une spécialité, faire en sorte de se concentrer sur cette spécialité-là. Réseau, développement, cybersécurité, multimédia. Peu importe ce qui vous intéresse en technologie de l'information, d'aller spécialiser spécifiquement là-dedans, en allant chercher les certifications, en s'informant, mais non seulement ça, que ça vienne propre à notre ADN, qu'on triple. C'est la nouvelle version de XYZ, je vais aller l'essayer. Ben, ça fait en sorte de créer une attraction à l'employeur parce que, oui, souvent les employeurs cherchent des généralistes, mais souvent ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un de spécialisé pour répondre à un besoin dans l'équipe qu'ils n'ont pas. Donc, allez vous trouver une spécialité qui vous fait triper, qui fait en sorte que vous vous levez le matin. Et quand je me lève le matin, là, c'est pour cette spécialité-là. Puis quand vous allez avoir ça, ce rêve-là, à tous les matins, vous allez vous informer, vous allez apprendre plus.
quand vous allez aller voir une entreprise, vous allez trouver l'entreprise qui a le besoin pour votre spécialité. C'est clair. Ça, c'est de même dans tous les domaines. D'aimer ce qu'on fait, c'est la base. Ouais. Merci beaucoup.